Le soir où j'ai annoncé à ma mère que mes économies avaient enfin atteint les 350 000 €, j'ai ressenti une fierté indescriptible, plus que de la fierté, en réalité, un véritable sentiment d'accomplissement. Il m'avait fallu 5 ans de travail acharné, de sacrifices et de petits boulots supplémentaires pour atteindre ce montant. Je ne me vantais pas en le lui disant, je partageais simplement une étape importante avec la femme qui m'avait élevée. Elle a souri, un sourire crispé, presque mécanique, et m'a dit qu'elle était heureuse pour moi. Je me souviens avoir trouvé sa réaction étrange, mais je l'ai mise sur le compte de la surprise. Nous avons dîné ensemble ce soir-là, comme nous le faisions toujours le samedi. J'ai cuisiné un gratin dauphinois avec un rôti de bœuf, elle a débouché une bouteille de Bordeaux, et nous avons parlé de choses banales, les commérages de son bureau à la mairie de Lyon, le chien bruyant des voisins du dessus. Elle n'a pas reparlé de l'argent, et moi non plus. Mais quelque chose dans son regard persistait avec une étrange intensité, comme un nuage d'orage se formant dans un ciel clair. Notre appartement dans le 6e arrondissement n'était pas luxueux, mais il était confortable. Les murs tapissés de livres, la petite terrasse qui donnait sur la place Bellecour au loin, la cuisine étroite mais fonctionnelle où nous partagions nos repas depuis que j'avais décidé de l'accueillir chez moi, après sa séparation difficile avec mon beau-père. Ce soir-là, la lumière tamisée de notre salle à manger semblait particulièrement chaleureuse, comme si elle voulait préserver ce moment de complicité avant la tempête. « Et tu sais, Antoine, m'a-t-elle dit en sirotant son vin, je me demande toujours comment tu as fait pour économiser autant. À ton âge, j'étais encore à courir après les fins de mois difficiles. » J'ai haussé les épaules. « Rien de compliqué, maman. Je vis simplement. Et mon travail chez Ubisoft paie bien. Les heures supplémentaires aussi. » Elle a hoché la tête, mais son regard s'est perdu dans le vague. « Ton père aurait été fier, a-t-elle murmuré, évoquant cet homme que je n'avais jamais vraiment connu, parti avant mes 3 ans. Nous avons terminé le repas en parlant de ma collègue Mathilde, qui venait de se fiancer, et des vacances que ma mère prévoyait de prendre à Biarritz chez sa cousine. Des conversations ordinaires, presque insignifiantes, mais qui rythmaient notre quotidien avec une régularité rassurante. Après le dessert, un simple plateau de fromage accompagné de quelques figues fraîches du marché de la Croix-Rousse, elle a insisté pour faire la vaisselle. « Va te reposer, tu as l'air fatigué, m'a-t-elle dit en me poussant doucement vers le salon. J'ai accepté sans protester, épuisé par ma semaine de travail et légèrement étourdi par le vin. Sur le canapé, j'ai feuilleté distraitement le dernier numéro de Science et Avenir tout en écoutant le bruit familier de l'eau qui coulait et des assiettes qui s'entrechoquaient. C'était apaisant, cette routine. Ma mère avait toujours été là pour moi, malgré nos différends occasionnels. Elle m'avait élevée seule, travaillant comme secrétaire médicale pour nous faire vivre, sacrifiant ses propres ambitions pour que je puisse étudier à l'école d'ingénierie informatique. Lorsqu'elle est venue me rejoindre au salon, elle semblait différente. Plus calme, plus résolue peut-être. Elle s'est assise à côté de moi et a posé sa main sur la mienne, un geste tendre qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. « Je suis vraiment fière de toi, mon fils, a-t-elle dit. Tu as réussi là où beaucoup échouent. Tu as assuré ton avenir. » J'ai souri, touchée par ces mots inattendus. « Merci, maman. Mais tu sais, une grande partie de ce mérite te revient. Sans ton soutien. » Elle m'a interrompu d'un geste. « Non, c'est ton travail, ta persévérance. Ne laisse jamais personne te prendre ça. » Ces paroles résonnent encore dans ma tête aujourd'hui, comme un avertissement que je n'ai pas su déchiffrer à temps. Cette nuit-là, je me suis couchée avec un sentiment de légèreté que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'avais enfin atteint un niveau de sécurité financière que je n'aurais jamais cru possible en grandissant dans notre petit appartement HLM de la Duchère. Le sommeil m'a gagné rapidement, bercé par le doux ronronnement de mon chat, Balzac, et par la satisfaction d'avoir partagé ma réussite avec la personne qui comptait le plus pour moi. Je ne savais pas que c'était la dernière fois que je voyais ma mère dans notre foyer, ni que le lendemain matin redéfinirait tout ce que je croyais savoir sur elle. Je me suis réveillée dans un silence inhabituel. Aucun bruit de cafetière, aucun craquement des lattes du parquet dans le couloir. Ma mère était toujours debout avant moi, toujours. J'ai regardé mon réveil, 9h30. Trop tard pour un dimanche où elle préparait habituellement son brunch rituel. Quelque chose n'allait pas.
J'ai enfilé un t-shirt et me suis dirigée vers la cuisine, les yeux encore embués de sommeil. La porte de sa chambre était grande ouverte, le lit parfaitement fait, aucun signe de désordre. Une sensation désagréable m'a noué l'estomac. Maman. J'ai appelé dans l'appartement vide, sachant déjà qu'il n'y aurait pas de réponse. Puis je me suis dirigée vers mon bureau, où je gardais mon coffre-fort caché derrière une bibliothèque. La bibliothèque avait été déplacée, le tapis dérangé, et le coffre, mon lourd coffre en acier, fixé au sol, avait disparu. D'abord, je suis restée là, clignant des yeux, essayant de me convaincre que je rêvais ou que j'étais entrée dans la mauvaise pièce. Mais ensuite, je l'ai vu, une simple feuille de papier posée sur le bureau. Son écriture était reconnaissable entre mille, ces lettres rondes et régulières que j'avais tant admirées enfant. J'ai trop investi d'argent en toi, alors j'ai le droit d'en récupérer un peu. Ne t'inquiète pas, tu comprendras un jour. J'ai ri. J'ai vraiment éclaté de rire. Parce qu'à l'intérieur de ce coffre volé, celui qu'elle pensait contenir 350 000 € en liquide, il n'y avait qu'une seule chose, une pile de vieux reçus et de billets du Monopoly. L'argent réel n'avait jamais été là. Mon rire s'est transformé en un silence lourd. Je me suis laissé tomber sur ma chaise de bureau, la tête entre les mains. Dehors, les cloches de l'église Saint-Potin sonnaient, indifférentes au drame qui se jouait dans les murs de notre appartement. Les rayons du soleil matinal filtraient à travers les persiennes, dessinant des lignes dorées sur le parquet. Une journée ordinaire pour le reste du monde. J'ai tenté d'appeler son portable, le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Elle avait tout prévu. J'ai contacté sa meilleure amie, Christine, qui travaillait avec elle à la mairie. Claude ? Qu'est-ce qui se passe ? A demandé Christine, surprise de m'entendre un dimanche matin. Ma mère est chez toi, ai-je demandé sans préambule. Non, pourquoi ? Elle devait venir ? Elle a disparu. Avec mon coffre-fort. Un silence. Ton coffre-fort ? Mais pourquoi elle ? Je ne sais pas. Je pensais que tu pourrais savoir quelque chose. Christine a hésité avant de répondre. Écoute, Claude, ta mère a été un peu différente ces derniers temps. Elle parlait beaucoup d'argent, de projets. Elle a même mentionné un départ pour Marseille, chez sa sœur. Ma tante Élodie, que je n'avais pas vue depuis des années. Une piste, peut-être. Après avoir raccroché, j'ai inspecté minutieusement notre appartement. Dans sa chambre, j'ai découvert que la moitié de ses vêtements avait disparu, ainsi que sa valise en cuir, celle qui avait appartenu à ma grand-mère. Sur sa coiffeuse, le cadre contenant notre photo à la plage de la Baule restait intact, comme si elle avait hésité à l'emporter. Le tiroir de sa table de nuit était vide, plus de médicaments contre l'insomnie, plus de carnets où elle notait scrupuleusement ses dépenses. Dans la salle de bain, son parfum préféré, Chalimard de Guerlain, n'était plus là. Ni sa brosse à cheveux, ni son maquillage. Elle était partie, vraiment partie. Je suis retournée dans mon bureau et j'ai relu sa note. J'ai trop investi d'argent en toi. Cette phrase me hantait. Comme si j'avais été un investissement, pas un fils. Comme si toutes ces années d'amour maternel n'avaient été qu'un calcul financier. Je me suis souvenu de tous ses sacrifices, les heures supplémentaires à la clinique quand j'étais petit, les vacances qu'elle s'était refusées pour m'offrir des cours particuliers de mathématiques, les repas qu'elle sautait parfois, prétendant ne pas avoir faim. J'avais toujours cru que c'était par amour. Était-ce uniquement pour s'assurer un retour sur investissement ? Dehors, la vie continuait. Sur la place, des enfants jouaient au ballon, des couples se promenaient main dans la main, un vieil homme nourrissait les pigeons. J'ai fermé les rideaux, incapable de supporter cette normalité qui contrastait avec le chaos de mes émotions. J'ai appelé mon ami Thomas, qui travaillait à la Société Générale. J'ai besoin que tu vérifies quelque chose pour moi, lui ai-je dit sans explication. Il a compris l'urgence dans ma voix et n'a pas posé de questions. Pendant que j'attendais son retour d'appel, j'ai fouillé dans les papiers que ma mère gardait dans un classeur sous son lit. Factures, relevés bancaires, lettres administratives. Rien d'inhabituel jusqu'à ce que je tombe sur une enveloppe cachetée adressée au Crédit Lyonnais. Je l'ai ouverte, c'était une demande de prêt personnel, datée de 2 semaines plus tôt, pour un montant de 50 000 €. La raison invoquée,
Investissement immobilier à Marseille. Mon téléphone a sonné, Thomas. Claude, je ne devrais pas te dire ça, mais ta mère a fermé son compte il y a 3 jours. Elle a tout retiré, un peu plus de 32 000 euros. J'ai senti mon cœur se serrer. Elle préparait son coup depuis longtemps. Le reste de la journée s'est passé dans un brouillard. J'ai contacté la police, qui m'a expliqué qu'une personne majeure avait le droit de disparaître, et que le vol présumé était compliqué par le fait qu'elle vivait chez moi. Affaire familiale, m'ont-ils dit. Ils prendraient ma déposition, mais sans garantie de suite. Ce soir-là, seul dans notre appartement devenu trop grand, j'ai ouvert une bouteille de vin, celle que nous aurions dû partager au prochain repas dominical. Balzac est venu se blottir contre moi, sentant ma détresse. Sur mon téléphone, aucun message, aucun appel. Comme si Sylvie Moreau, ma mère, s'était évaporée dans la nature avec mon coffre-fort et la certitude d'avoir récupéré ce qui lui était dû. Voyez-vous, j'avais appris très tôt que les personnes les plus proches peuvent être celles qui vous blessent le plus. Je n'ai jamais totalement confié mes secrets financiers à quiconque, pas même à ma propre mère. Alors, bien que j'ai effectivement épargné 350 000 euros, cet argent n'avait jamais été dans ce coffre. Ce coffre était un leurre, quelque chose que j'avais mis en place précisément parce que j'avais une crainte persistante qu'elle puisse tenter quelque chose comme ça. Cela avait commencé il y a 3 ans, lorsque j'avais rejoint Ubisoft comme développeur principal. Mon salaire avait considérablement augmenté, et j'avais commencé à investir dans des startups locales et des fonds indexés. Ma mère s'était montrée curieusement intéressée par mes finances, posant des questions de plus en plus précises sur mes revenus, mes investissements, mes projets d'avenir. Au début, j'avais interprété cela comme de la fierté maternelle, peut-être mêlée d'inquiétude pour mon avenir. Mais certains détails m'avaient mis la puce à l'oreille. Des petites choses qui disparaissaient, une montre Longines héritée de mon grand-père, un billet de 50 euros laissé sur ma commode, une obligation au porteur que je gardais dans un livre. Elle avait toujours une excuse, tu l'as probablement égarée, ou tu dois l'avoir dépensée et oubliée. Mais je me souvenais. Je me souvenais toujours. Alors j'avais créé ce coffre-fort, visible mais factice. J'y avais placé des documents sans importance, quelques billets de Monopoly sous des papiers officiels, et je l'avais caché derrière une bibliothèque que je déplaçais régulièrement, laissant des traces sur le tapis pour suggérer un secret mal gardé. Le véritable argent était réparti entre plusieurs comptes bancaires, certains sous des sociétés écrans que j'avais créées avec l'aide de mon ami notaire, Julien. Une partie était investie dans une SCI à Annecy, une autre dans des ETF américains, et le reste dans un compte en Suisse, pas par fraude fiscale, mais par précaution. J'avais toujours eu cette paranoïa financière, cette peur irrationnelle de tout perdre comme mon père l'avait fait avant de nous abandonner. Quand mes économies avaient atteint ce seuil symbolique, j'avais décidé de voir ce qui se passerait si je laissais ma mère penser que cet argent était vulnérable. Un test que je n'avais jamais vraiment voulu qu'elle échoue. Le lendemain de sa disparition, j'ai contacté la banque où je savais qu'elle avait un compte, le Crédit Mutuel de la rue de la République. La conseillère, Madame Lefort, me connaissait depuis l'enfance, c'était elle qui m'avait ouvert mon premier livret jeune. Claude, je ne devrais pas te dire ça, m'a-t-elle confié après avoir vérifié que nous étions seuls, mais ta mère est venue hier. Elle était agitée. Elle a demandé à convertir une grosse somme en liquide et en chèque de voyage. Combien ? Je ne peux vraiment pas te dire ça. Elle a volé mon coffre-fort, Madame Lefort. Elle croit qu'il contient toutes mes économies. Son visage s'est décomposé. Mon Dieu. Elle m'a parlé d'un héritage surprise d'une tante. Madame Lefort, s'il vous plaît. J'ai besoin de savoir. Elle a hésité, puis a murmuré, 30 000 euros, Claude. Et 3 000 en chèque de voyage. J'ai fait semblant d'être dévastée, alors qu'en réalité, je calculais déjà ses mouvements probables. Si elle pensait avoir récupéré 350 000 euros et n'avait converti que 33 000, où était le reste ? Avait-elle découvert la supercherie ? Ou prévoyait-elle de revenir ? En rentrant chez moi, j'ai remarqué un détail troublant, son passeport n'était plus dans le tiroir où nous gardions nos documents importants. Elle avait pris son passeport, mais pas sa carte d'identité. Elle prévoyait donc de quitter le pays. J'ai appelé ma tante Élodie à Marseille, qui est tombée des nues.
Ta mère? Mais je n'ai pas parlé à Sylvie depuis Noël dernier. Qu'est-ce qui se passe, Claude? Élodie n'était pas dans la confidence. Encore un mensonge. Cette nuit-là, allongée sur mon lit, j'ai réfléchi à la situation avec une étrange clarté. J'avais tendu un piège et ma propre mère y était tombée tête baissée. Je devrais être dévastée, mais étrangement, je me sentais soulagée. Comme si une vérité longtemps soupçonnée avait enfin éclaté au grand jour, me libérant d'un doute corrosif. J'ai repensé à notre dîner de la veille, à ces questions apparemment innocentes sur mes projets d'avenir, sa façon de me pousser à réfléchir à l'achat d'un appartement plus grand. Tu pourrais utiliser tes économies comme apport, avait-elle suggéré. Et l'immobilier ne fait que monter à Lyon. Préparait-elle déjà son coup? Évaluait-elle la facilité avec laquelle je pourrais rebondir après son vol? Le 3e jour, j'ai reçu un email d'une adresse que je ne connaissais pas, sylviem75@hotmail.fr. L'objet était simple, nécessité. Le corps du message était aussi froid que sa note manuscrite. Claude, quand tu liras ceci, je serai déjà loin. Ne cherche pas à me retrouver. L'argent que j'ai pris n'est qu'une fraction de ce que j'ai dépensé pour toi toutes ces années. Tu es jeune, tu te remettras. J'ai besoin d'une nouvelle vie, loin de tout. Ce n'est pas contre toi, c'est pour moi. Pas de « je t'aime », pas de regrets, pas d'excuses. Juste une justification froide et calculatrice. J'ai répondu par une simple phrase, le coffre ne contenait que des billets de Monopoly. Pas de réponse. Mais le lendemain, mon téléphone a sonné à 3 heures du matin. Numéro masqué. J'ai décroché, le cœur battant. Silence. Puis un souffle. Et enfin, sa voix, méconnaissable, tu mens. Un nom, maman. Le coffre était un leurre. L'argent n'a jamais été là. Un rire nerveux, presque hystérique. Tu me prends pour une idiote? J'ai ouvert le coffre. J'ai vu les liasses. Des billets de Monopoly sous quelques vrais billets. Vérifie mieux. Silence. Je pouvais presque entendre son cerveau qui tournait à plein régime, essayant de comprendre. Pourquoi, a-t-elle finalement demandé, sa voix réduite à un murmure. Parce que je te connais, maman. Mieux que tu ne le penses. Elle a raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à tracer les mouvements bancaires récents de ma mère, utilisant les accès que j'avais discrètement obtenus au fil des ans, pas par méfiance, me disais-je alors, mais par précaution. Des retraits réguliers depuis 6 mois. Des paiements à une agence de voyage à Nice. Un virement à un certain Paolo Rossi en Italie. L'image commençait à se dessiner, et elle n'était pas belle à voir. Ma mère ne fuyait pas seulement avec ce qu'elle croyait être mes économies. Elle fuyait vers quelqu'un. Quelqu'un qu'elle finançait probablement depuis des mois avec l'argent qu'elle me soutirait petit à petit. J'ai eu un rire amer en réalisant que j'avais toujours eu raison d'être prudent. J'avais mis en place ce piège en espérant secrètement qu'il ne se refermerait jamais. Et maintenant, face à la vérité nue, je devais décider de ce que j'allais faire. Même si je n'avais pas perdu un centime, je me sentais vidée. La trahison ne blesse pas seulement vos sentiments, elle fracture votre identité. C'était ma mère. La femme qui me tenait dans ses bras quand j'étais malade, qui m'avait aidé à surmonter ma première peine de cœur. Et maintenant, elle était une voleuse. Une lâche. J'avais besoin de savoir pourquoi. Le café de la place Saint-Jean où j'avais l'habitude de travailler le samedi matin est devenu mon quartier général improvisé. Armé de mon ordinateur portable et d'une détermination glaciale, j'ai commencé à enquêter. J'ai contacté ses anciennes amies, vérifié les relevés de cartes bancaires que j'avais réussi à récupérer, et j'ai même conduit jusqu'à Valence, sa ville natale, à 1 heure de Lyon. Madame Perrin, l'ancienne voisine de ma mère qui habitait toujours dans le même immeuble de la banlieue valentinoise, m'a accueillie avec une surprise non dissimulée. « Claude! Mon Dieu, comme tu as grandi! Ta mère ne m'avait pas dit que tu passerais. Je suis à sa recherche, en fait. » Elle est partie sans laisser d'adresse. Le visage de la vieille dame s'est assombri. Oh, j'espérais que c'était réglé, cette histoire. Quelle histoire ?
Elle m'a fait entrer dans son appartement sentant le pot-au-feu et la lavande, m'a servi un café dans une tasse ébréchée, et m'a raconté comment ma mère était venue la voir 3 semaines plus tôt, lui empruntant 2000 € pour une urgence familiale. Une somme que la vieille dame, vivant de sa modeste retraite d'institutrice, pouvait difficilement se permettre de perdre. Elle m'a parlé d'un neveu hospitalisé à Marseille. Comme je sais que sa sœur y vit. J'ai serré les poings sous la table. Encore des mensonges. En visitant le café où ma mère aimait retrouver ses anciennes camarades de lycée lors de ses visites à Valence, j'ai appris qu'elle s'était vantée récemment d'un nouveau départ et d'un compagnon qui l'attendait sous le soleil italien. Le barman, un certain Fabrice qui semblait la connaître depuis toujours, m'a confié qu'elle avait abandonné son habituel Kir Royal pour des cocktails plus coûteux. Elle a payé une tournée à tout le monde la dernière fois, a-t-il dit en essuyant un verre. Jamais vu ça en 20 ans. Elle disait que la chance lui souriait enfin. De retour à Lyon, j'ai contacté son employeur, prétextant une urgence familiale. Sa collègue Christine m'a reçu dans un café près de la mairie, visiblement mal à l'aise. « Claude, je ne devrais pas te dire ça, mais ta mère avait des problèmes au travail. Des sommes manquaient dans la caisse des événements sociaux. Rien n'a été prouvé, mais... ce que j'ai découvert m'a retourné l'estomac. Elle était endettée, profondément. Visite au casino de Charbonnières, crédit à la consommation, reçu de mont-de-piété. Elle ne m'avait rien dit de tout cela. Au lieu de ça, elle me souriait chaque jour tout en planifiant son évasion. Dans son bureau à la mairie, que j'ai pu visiter grâce à Christine, j'ai trouvé un tiroir fermé à clé. Avec l'aide du concierge qui avait un passe-partout, je l'ai ouvert. À l'intérieur, des brochures touristiques sur la côte amalfitaine, des cours d'italien en ligne imprimés, et une photo d'un homme d'une 50aine d'années, bronzé et souriant devant un bateau. Au dos, une inscription, pour Sylvie, à notre avenir sous le soleil de Positano. Paolo Rossi. L'homme qui recevait des virements depuis des mois. J'ai approfondi mes recherches en ligne. Paolo Rossi était un ancien restaurateur de Naples reconverti dans l'organisation de croisières privées sur la côte amalfitaine. Son site web vantait des expériences exclusives pour clientèle fortunée. Plusieurs commentaires d'utilisatrices, toutes des femmes d'un certain âge, louaient sa gentillesse et son attention particulière. Un arnaqueur. Ma mère avait jeté sa vie et notre relation pour un arnaqueur de la côte italienne. Mais la partie la plus douloureuse n'était pas qu'elle ait menti ou volé. C'était la réalisation qu'à un moment donné, j'étais devenu son plan de secours. Son fonds de pension. Son investissement. Ce mot me hantait. Avais-je jamais été simplement son fils? Ou avais-je toujours fait partie d'une transaction émotionnelle? En fouillant dans les vieux albums photos que j'avais gardés, je suis tombée sur une enveloppe jaunie contenant des documents que je n'avais jamais vus. Des relevés d'assurance vie, datant de ma naissance, où j'étais bénéficiaire. Des comptes d'épargne ouverts à mon nom, puis vidés quand j'avais atteint l'adolescence. Une lettre de mon père, jamais remise, expliquant qu'il versait une pension alimentaire substantielle, pension dont je n'avais jamais vu la couleur. Ces découvertes m'ont plongé dans un état second. Je me suis retrouvée à errer sur les quais de Saône un soir de pluie, regardant l'eau noire reflétant les lumières de la ville. J'étais trempée, mais je ne sentais rien. Le fleuve emportait tout, les feuilles mortes, les déchets, les rêves perdus. J'ai eu une pensée fugace, et si je sautais? Qui me pleurerait vraiment? Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message de Mathilde, ma collègue, ça va? On s'inquiète, tu n'as pas donné signe de vie depuis 3 jours. Ce simple message m'a ramené à la réalité. J'avais une vie. Un travail. Des amis. J'existais en dehors de la relation toxique avec ma mère. De retour dans mon appartement, j'ai trouvé Balzac affamé mes patients. Je l'ai nourri, puis j'ai appelé Julien, mon ami notaire. Je veux tout savoir sur les moyens légaux de retrouver ma mère, lui ai-je dit sans préambule. Claude, es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Non, je n'en étais pas sûre. Mais j'avais besoin de comprendre. Pas pour récupérer l'argent, cet argent n'avait jamais été perdu. Mais pour faire face à cette femme qui m'avait élevée et trahi, pour lui demander pourquoi notre relation n'avait pas eu plus de valeur que quelques billets de banque.
Avec l'aide de Julien et d'un détective privé qu'il connaissait, j'ai suivi la piste jusqu'à Nice. Ma mère avait séjourné 3 jours à l'hôtel Negresco, payant en liquide. Elle avait ensuite pris un ferry pour Bastia, en Corse, avant de disparaître des radars. Le détective m'a suggéré qu'avec ses ressources limitées, car elle avait dû découvrir que le butin était factice, elle avait probablement changé de plan. Plus de croisières de luxe avec Paolo, plus de villas sur la côte amalfitaine. Elle se cachait, honteuse ou furieuse, calculant son prochain coup. Une semaine après sa disparition, j'ai reçu un colis de Corse. Une boîte en carton simple contenant le coffre-fort éventré, vide à l'exception d'un magazine déchiré où toutes les publicités pour des voyages de luxe étaient entourées au stylo rouge. Pas de notes, pas d'explication. Juste cette boîte, comme un message silencieux de dépit. J'ai placé le coffre vide sur mon bureau, monument grotesque à la cupidité et à la trahison. À côté, j'ai mis la photo de nous deux à la boule qu'elle avait laissée. 2 pièces à conviction d'une relation qui n'avait peut-être jamais été ce que je croyais. Une semaine plus tard, elle a appelé. Pas de numéro, pas d'identifiant d'appelant, juste un silence quand j'ai répondu. Puis sa voix. Je pensais que tu serais plus compréhensif. Elle ne semblait pas désolée. Elle semblait suffisante. Comme si elle croyait encore avoir le dessus. Je l'ai laissée parler, écoutant comment elle justifiait tout avec une logique tordue. Tu ne peux pas comprendre, Claude, disait-elle d'une voix que je reconnaissais à peine, trop aiguë, trop rapide. J'ai passé ma vie à te donner tout ce que je pouvais. 28 ans à faire des sacrifices. Et maintenant que j'ai enfin une chance d'être heureuse. Avec Paolo? Un silence surpris. Comment sais-tu? J'ai enquêté, maman. Je sais pour les dettes de jeu, pour l'argent emprunté à tes amis, pour les soupçons de détournement à la mairie. Elle a ri, un son étrange, presque métallique. Tu as toujours été trop curieux pour ton bien. Et Paolo? Sait-il que le grand butin s'est révélé être des billets de Monopoly? Nouveau silence, plus long. Je l'imaginais, seul dans une chambre d'hôtel bon marché quelque part en Corse, son rêve italien en miettes. Il m'a quitté, a-t-elle finalement admis, la voix brisée. Dès qu'il a su que l'argent n'était pas réel. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à cette révélation. Juste une profonde tristesse. Que espérais-tu, maman? Voler ton propre fils pour impressionner un homme que tu connaissais à peine? Tu ne comprends pas. Sa voix s'était élevée, hystérique maintenant. C'était ma dernière chance. À mon âge, une femme devient invisible. Paolo me voyait, lui. Il avait des projets pour nous. Des projets qui nécessitaient mon argent. C'était en partie mon argent. Chaque euro que tu as gagné, c'est parce que je t'ai élevé, éduqué, soutenu. J'ai regardé par la fenêtre de mon salon. La nuit était tombée sur Lyon, les lumières de la ville comme des étoiles terrestres. Dans le reflet de la vitre, j'ai vu mon visage, et pendant un instant terrifiant, j'ai cru voir ses traits dans les miens. Écoute-moi bien, ai-je dit d'une voix calme qui ne trahissait rien de la tempête en moi. Le coffre que tu as volé était un leurre. Je savais, ou du moins je soupçonnais, que tu pourrais essayer quelque chose comme ça un jour. Tu mens, a-t-elle sifflé. J'ai vu l'argent. Tu as vu ce que je voulais. Que tu vois. Quelques vrais billets cachant des monceaux de fausses monnaies. Une supercherie, comme celle que tu m'as servie toute ma vie. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pourquoi, a-t-elle finalement demandé, sa voix à peine audible. Parce que les petites choses disparaissaient, maman. Un billet ici, un bijou là. Tu croyais que je ne remarquais pas? Elle a éclaté en sanglots. Pas les pleurs délicats et dignes qu'elle avait toujours affectés, mais des hurlements bruts, primitifs, comme si quelque chose se brisait en elle. Je suis ruinée, a-t-elle finalement articulé entre 2 sanglots. J'ai tout misé sur ce plan. J'ai des dettes partout, le casino, des usuriers à Nice. Certains savent où me trouver. J'ai peur, Claude. La peur. Voilà ce qui l'a poussé enfin à me dire une part de vérité. Pas le remords, pas l'amour. La peur. Et combien, ai-je demandé, surpris par ma propre voix, si froide, si détachée.
45 000 euros, a-t-elle murmuré. Peut-être 50 avec les intérêts qui courent. J'ai fermé les yeux. Cette somme représentait à peine un septième de mes véritables économies. Je pouvais la payer sans même sentir la différence. Mais était-ce ce que je voulais? Lui montrer que son plan avait fonctionné, d'une certaine façon? Lui prouver qu'elle pouvait toujours compter sur moi malgré sa trahison? Je t'enverrai un virement demain matin pour solder tes dettes, ai-je dit finalement. À une condition. Tout ce que tu voudras, a-t-elle répondu trop vite, trop facilement. Je veux que tu disparaisses de ma vie. Définitivement. Un hoquet de surprise. Claude, je suis ta mère. Non. Une mère ne vole pas son enfant. Une mère ne considère pas son fils comme un investissement. Tu as été ma gardienne, ma tutrice légale. Mais tu n'as jamais été ma mère. C'est cruel, a-t-elle murmuré. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Et tout ce que tu m'as fait, ai-je ajouté. Envoie-moi tes coordonnées bancaires et les détails des créanciers à régler directement. Et puis, adieu. Tu ne peux pas être sérieux, a-t-elle protesté, sa voix retrouvant cette inflexion manipulatrice que je connaissais si bien. Je n'ai nulle part où aller. Je ne peux pas rentrer à Lyon après ce qui s'est passé à la mairie. Ce n'est pas mon problème. Tu trouveras. Tu as toujours été doué pour ça. J'ai détecté une nuance de panique dans sa respiration. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta mère. Tu as besoin de moi. Un non, maman. C'est toi qui as besoin de moi. Et c'est ce qui te rend furieuse, n'est-ce pas? Que les rôles se soient inversés? Un silence. Puis, d'une voix méconnaissable, j'aurais dû t'abandonner comme ton père. La phrase m'a frappée comme une gifle. Je savais qu'elle cherchait à me blesser, à me faire réagir. Mais cette fois, j'étais imperméable à sa manipulation. Envoie tes coordonnées bancaires, ai-je répété. Et ne me contacte plus jamais. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Balzac est venu se frotter contre mes jambes, sentant ma détresse. Je l'ai pris dans mes bras, enfouissant mon visage dans sa fourrure douce. Le lendemain matin, j'ai trouvé un email dans ma boîte de réception. Des coordonnées bancaires et une liste détaillée de créanciers, avec les montants et les références. Pas de message personnel, pas de « merci », pas de « je suis désolé ». Juste ces informations froides, comme une transaction commerciale entre étrangers. J'ai effectué les virements promis. Pas pour elle, mais pour moi. Pour pouvoir tourner la page sans l'ombre d'une dette morale. J'ai également mandaté un avocat pour rédiger un document officiel stipulant que je renonçais à toute obligation d'assistance envers elle à l'avenir. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier message, d'un nouveau numéro inconnu, « Tu es vraiment mon fils finalement. Aussi froid et calculateur que moi. Félicitations. » J'ai bloqué le numéro sans répondre. Et c'était la dernière fois que j'ai eu des nouvelles d'elle. Plus de textos, plus d'emails. Elle s'est évaporée. Peut-être par honte. Peut-être cherchait-elle encore un moyen d'obtenir le vrai argent. Quoi qu'il en soit, j'ai réalisé quelque chose de crucial, j'avais déjà payé le prix de notre lien. Et maintenant, j'en étais libérée. Cela fait 2 ans qu'elle est partie. L'argent est toujours en sécurité, investi intelligemment, croissant régulièrement. Mais plus important encore, je suis en sécurité, à l'abri de la manipulation, de la culpabilité, de l'idée que je dois mon succès à quiconque simplement parce que nous partageons le même sang. Lyon n'a plus jamais été la même pour moi. Chaque rue, chaque place me rappelait un souvenir d'elle. Alors j'ai déménagé à Grenoble, où j'ai rejoint une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle. Nouveau travail, nouvelle ville, nouveau départ. J'ai vendu l'appartement du 6e arrondissement sans regret, effaçant ainsi une autre trace de notre vie commune. Parfois, je me demande où elle est maintenant. A-t-elle réussi à trouver un autre pigeon pour financer ses rêves d'évasion? S'est-elle reconstruite quelque part? Je me surprends à scruter les visages des femmes d'un certain âge dans les rues, sursautant quand l'une d'elles porte le même parfum qu'elle. J'ai appris que Christine, son ancienne collègue, avait reçu une carte postale de Perpignan 6 mois après son départ. Pas d'adresse expéditeur, juste quelques mots, tout va bien. Ne t'inquiète pas pour moi.
Christine me l'a transmise, pensant que cela me réconforterait. Ça ne m'a rien fait. Je regardais cette écriture familière comme on observe une langue étrangère qu'on ne peut plus déchiffrer. Certains amis, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, me demandent parfois pourquoi je ne parle jamais de ma famille. Ils supposent que ma mère est décédée ou que nous nous sommes éloignés pour des raisons banales. Je ne les détrompe pas. Je leur dis simplement que nous avons perdu le contact, que la vie nous a séparés. C'est plus facile que d'expliquer que j'ai été une proie, pas un fils. Et je ne les corrige pas. Certaines blessures sont plus faciles à supporter quand elles restent cachées. Mais je garde la note. Sa note. Encadrée sur mon bureau. Non pas comme un rappel de sa trahison, mais comme un symbole de la leçon que j'ai apprise. La confiance se gagne. Et parfois, l'amour sans limite a un coût caché. Un prix que je ne paierai plus jamais. Le cadre est simple, en bois noir. Son message, écrit de sa main élégante, trône au milieu de mon espace de travail comme un mantra quotidien: j'ai trop investi d'argent en TOI, alors j'ai le droit d'en récupérer un PU. Ne t'inquiète pas, tu comprendras un jour. Mes collègues pensent que c'est une citation inspirante, peut-être un conseil d'investissement décalé. Ils n'imaginent pas la vérité. Personne ne pourrait comprendre sans avoir vécu quelque chose de similaire. J'ai consulté un thérapeute pendant un temps. Le docteur Moreau, une coïncidence troublante, le même nom de famille qu'elle, m'a aidé à comprendre que ce qui s'était passé n'était pas ma faute. Que certaines personnes sont incapables d'aimer véritablement, qu'elles voient les relations uniquement comme des transactions. Votre mère souffre probablement d'un trouble de la personnalité, m'a-t-il expliqué lors d'une séance. Son comportement correspond à des schémas narcissiques classiques. Vous n'auriez rien pu faire pour changer cela. Ces mots étaient censés me réconforter, mais ils ont eu l'effet inverse. Si son comportement était pathologique, cela signifiait-il que je devais lui pardonner? Que je devais la plaindre, cette femme qui avait choisi de me trahir? Je n'en étais pas capable. Pas encore. Peut-être jamais. La thérapie m'a néanmoins aidé à avancer. J'ai appris à établir des limites plus saines dans mes relations. À repérer les signaux d'alarme chez les personnes qui cherchent à profiter de moi. À m'ouvrir, prudemment mais sincèrement, à ceux qui méritent ma confiance. C'est ainsi que j'ai rencontré Émilie, une architecte passionnée par le patrimoine grenoblois. Nous nous sommes croisés lors d'une conférence sur l'urbanisme durable, et son intelligence vive, son rire spontané m'ont immédiatement attiré. Notre relation s'est construite lentement, prudemment. Je lui ai parlé de ma mère après 6 mois seulement, une nuit où nous contemplions les étoiles depuis le téléphérique de la Bastille. « Tu as peur que je fasse pareil » a-t-elle constaté, non comme une accusation mais comme une simple vérité. « Que je sois avec toi pour ce que tu possèdes, pas pour qui tu es. » J'ai acquiescé, incapable de nier. « Je comprends » a-t-elle dit simplement. Et je savais qu'elle comprenait vraiment, elle dont le père avait quitté la famille pour une vie plus excitante à l'étranger, abandonnant femme et enfants sans un regard en arrière. Avec Émilie, j'ai redécouvert ce que signifie faire confiance à quelqu'un. Nous avons emménagé ensemble l'année dernière, dans un appartement ancien du quartier Championnet qu'elle a rénové avec amour. Balzac l'a adopté instantanément, ce chat capricieux qui, jusque-là, n'acceptait personne d'autre que moi. Professionnellement, j'ai également trouvé un nouvel équilibre. Ma start-up a été rachetée par un grand groupe, me donnant une sécurité financière encore plus solide. J'ai diversifié mes investissements, suivant toujours mon instinct de prudence, mais avec moins de paranoïa qu'avant. Une partie de moi reste vigilante, cependant. Je vérifie régulièrement mes comptes, je garde une trace méticuleuse de chaque transaction. Ce n'est pas de la méfiance envers Émilie ou mes amis, c'est une habitude ancrée, un réflexe de survie que je ne peux pas totalement abandonner. La semaine dernière, en triant de vieux papiers avant notre déménagement dans une maison à la périphérie de Grenoble, j'ai retrouvé une photo que je croyais perdue. Ma mère et moi sur les pentes de Chamonix, tous deux souriants, ses bras autour de mes épaules. J'avais 12 ans, elle 40. Nous semblions heureux, complices. Était-ce réel? Y avait-il eu un temps où son amour n'était pas calculé, où j'étais vraiment son fils et non son plan de retraite? Je ne le saurai jamais. J'ai longuement contemplé cette photo, cherchant dans ses yeux un indice, une vérité cachée.
puis je l'ai rangé dans une boîte, ni jeté ni encadré. Un souvenir en suspens, ni totalement embrassé ni complètement rejeté. Certains jours, quand le ciel est particulièrement bleu au-dessus des montagnes, je me surprends à penser à elle sans colère. Je me demande si elle a trouvé la paix qu'elle cherchait si désespérément. Si elle regrette ce qu'elle a fait, ou si, dans son esprit tordu, elle se considère toujours comme la victime de cette histoire. D'autres jours, comme aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes dans mon nouveau bureau donnant sur le massif de la Chartreuse, je ressens une gratitude étrange pour cette épreuve. Sans elle, je n'aurais peut-être jamais appris cette leçon fondamentale, que l'amour véritable n'attend rien en retour, qu'il n'est pas un investissement mais un don. Je garde sa note encadrée non pas pour nourrir ma rancœur, mais pour me rappeler que j'ai survécu. Que j'ai traversé le feu et que j'en suis sorti plus fort, plus sage. La trahison m'a appris la valeur de la confiance véritable. La perte m'a montré ce qui compte vraiment. Et si un jour elle réapparaît vieille, peut-être repentante, peut-être toujours manipulatrice, je saurai quoi faire. Je lui parlerai poliment, calmement. Je lui montrerai l'homme que je suis devenu malgré elle, pas grâce à elle. Et puis je la laisserai partir, définitivement cette fois, sans colère ni regret. Car le plus grand héritage qu'elle m'a involontairement légué est la liberté. La liberté de choisir ma propre famille, celle du cœur. La liberté de définir l'amour selon mes propres termes. La liberté, enfin, d'être moi-même, délestée du poids des attentes toxiques et des obligations factices. Je ne lui pardonnerai peut-être jamais. Mais je lui suis paradoxalement reconnaissant pour cette dernière leçon, que parfois, la famille que nous choisissons est plus vraie que celle dans laquelle nous sommes nés.